Bonjour et bienvenue sur le podcast Stérilisez-moi. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gabriel, 26 ans, et de François, 31 ans. Ensemble, ils ont un bébé et savent déjà que dans un avenir plus ou moins proche, ils aimeraient tous les deux donc se faire stériliser. C'est super aujourd'hui de pouvoir discuter de ce sujet avec un couple, d'autant que c'est la première fois en fait que je reçois sur le podcast des personnes qui sont pas child-free pour parler de la stérilisation. Donc, c'est super aussi justement de vous montrer que la stérilisation, ça touche finalement un public très très vaste et très très varié. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur votre parcours, comment vous en êtes venu à penser à la stérilisation? Ouais, Ouais. puis qu'on dise bonjour aux gens. Ok, bon, moi je suis pas une grande adepte de la, comment dire, de la pilule et des autres moyens de contraception. Les seuls moyens de contraception que j'ai eu dans ma vie, ça a été un implant que j'ai fait poser quand j'avais 15 ans dans un centre de pause anonyme. Enfin, c'était un truc un peu. Je devais surtout en parler à mes parents, j'étais terrifiée à l'idée d'aborder ce sujet avec eux et ça se passait très très bien à ce moment-là entre mes parents et moi. Et donc, j'étais susceptible de me retrouver dans une situation où je devais dormir, pas forcément chez mes parents. Et j'avais peur du viol, j'avais peur de la grossesse non désirée, enfin, j'avais peur de tout un tas de trucs. Donc, je me suis dit, voilà, l'implant, au moins, peu importe où je suis, ça agira sans que j'ai besoin d'en préoccuper. Donc, je l'ai super bien toléré pendant les 3 ans qui m'a protégée. Au bout de 3 ans, j'en ai changé. Sauf que le nouveau, c'était un changement de génération au niveau de l'implant. Et là, par contre, ça a été une catastrophe. Au bout de 6 mois, je l'ai fait enlever en urgence. Ça m'a complètement détraquée et j'ai eu tellement peur de ça que donc je me suis retrouvée à 18 ans quasiment sans contraceptif et je n'en ai plus jamais repris. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser aux contraceptions sans hormones. Donc il y avait tout un tas de trucs, mais c'était que, enfin moi je voyais ça que comme une accumulation de contraintes en fait. Et je me suis dit, mince, mais enfin, moi, oui, je veux des enfants, mais quand je les aurai, mes enfants, je voyais ma mère, elle avait un stérilet. Quand elle allait se faire poser, c'était une plaie. Elle revenait, elle était pas bien pendant 3 jours, ça lui avait fait mal. Enfin, ça avait l'air d'être l'horreur. Ma meilleure amie, elle, c'est pareil, elle en était à avoir des stérilés parce que, bon, elle, on la regardait trop profondément dans les yeux, elle était enceinte, donc la pauvre, en plus, enfin bon, c'était assez effrayant. Et puis moi, je me voyais pas, enfin, je me voyais avoir des enfants jeunes et je me voyais pas après, pendant 30 ans, galérer avec des pilules ou quoi. Mmh. Je me suis renseignée et enfin, je suis tombée sur un article sur la stérilisation par pose de bouchons en fait, dans le tronc. Et là, alors là, j'ai eu une révélation. J'ai dit, ok, dès que j'aurai mes enfants, après, je me fais stériliser et ça va plus être un souci. Voilà. D'accord, merci. Et toi, du coup, François? Et bien de mon côté, c'est un petit peu plus différent, mais conventionnel, je pense, pour la plupart des mecs, en tout cas de ma génération. Moi, je suis de 89. Et c'est vrai qu'il y a deux facteurs. Je pense que le premier, ça a été de dire, en tout cas dans le parcours, de voir que les moyens de contraception, on va dire masculins, existent et sont en général les plus répandus, mais c'est vrai que ça a ses limites aussi. Et autant par expérience personnelle que celle de potes que j'avais étant plus jeune, c'est vrai qu'il y a souvent des loupés et que c'est pas du tout infaillible. Et c'est vrai que ce soit pour des questions de santé, de MST, autant que pour des questions de grossesse et de paternité, on va dire trop jeune, c'est des choses qui sont effrayantes et qui poussent, même si on se protège, même si on fait les choses bien, qui poussent fatalement à s'inquiéter alors qu'on fait ce qu'il faut. Et ça, c'est un truc, honnêtement, je pense aussi que ça dépend de la responsabilité de chacun, de la sensibilité à ça. Mais c'est un truc où tu as l'impression de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence et c'est clairement pas sain. D'autant plus quand tu commences à construire une relation de couple et où tu as envie que les choses se passent bien, tu as envie que ce soit plus simple, plus fluide, plus facile. Et puis il y a aussi un autre paramètre, c'est celui du plaisir. Bouge les oreilles de mon fils. C'est celui du plaisir où effectivement, alors je sais pas à quel point je suis un cas particulier là-dessus, mais c'est vrai que j'ai cette chance et cette malchance que on va dire les tailles standards du commerce, je vais dire que je suis entre deux tailles, ce qui fait que soit je nage dans des préservatifs, soit au contraire ça me fait un garrot, ce qui fait que je n'ai jamais trouvé une marque ou un modèle qui me soit agréable et confortable. Et c'est quelque chose qui s'en ressent évidemment sur l'intimité. Et de là, ça pousse un petit peu à se dire bon ouais, est-ce qu'on se protège, qu'on fait les choses bien, mais du coup ça va pas être terrible, ou est-ce que bon voilà, on ne vit qu'une fois et là on kiffe, mais derrière ça peut avoir des répercussions assez graves.
Donc, c'est quelque chose où plus jeune, j'ai pris le parti de dire, ouais, vu que le plaisir est mitigé, ça m'intéresse pas tant que ça. Et à la place, j'ai eu la Play 3. Donc ça, c'est des choix de vie. Mais du coup, plus vieux et en ayant rencontré Gabriel, c'est quelque chose qu'on a abordé très tôt dans notre relation Mhm. et où on s'est dit, bon, ben, on sait à quoi on s'expose. On est clean tous les deux. On verra ce qu'il advient si grossesse il y a et quand elle arrivera. Mais on sait que c'est quelque chose qui peut arriver et qui a fini par arriver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un enfant, on prévoyait d'en avoir deux et on verra ce que les prochains mois, les prochaines années nous réservent parce que c'est quand même un petit peu compliqué. Mais le fait est que oui, à deux maxi, il y aura cette décision de dire ok, bon, on arrête parce qu'on n'en veut plus. Et malgré ça, on veut garder une intimité et Mm. il n'y a aucun moyen de contraception, je veux dire, classique ou en tout cas qui n'a pas d'effet secondaire, voilà, plus ou moins indésirable qui soit adapté. Et c'est vrai que ça, c'est un problème aussi. Après, en plus de ça, je dirais que moi, je suis parti d'une génération où c'est pas du tout quelque chose qu'on abordait avec les parents. Et la Ouais. tâche était plutôt confiée à l'école de s'occuper de ça. Et j'ai eu ce parcours où dans mon premier collège, ça se passait en quatrième, dans le second, ça se passait en cinquième, et j'ai changé de collège entre la cinquième et la quatrième, ce qui Ah. fait que je n'ai jamais eu non plus réellement d'éducation à ce niveau-là. Et de ce que je voyais de toute façon de mes potes, c'est pas non plus quelque chose qui était très, très conscient, je vois, dans les esprits. Et ça fait que du coup, ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup de loupés en voyant tous mes potes être plus ou moins dans la merde avec ça, stressés en permanence, et moi-même avoir ce stress, on va dire, par écho. J'avoue que c'est toujours un truc que tu gardes en toi et où tu te dis, bon, si un jour il y a une solution et qu'on se dit, là, c'est bon, on a transmis, on a une nouvelle génération derrière nous, on peut s'arrêter là et c'est cool, quoi. Donc, voilà. Ouais, puis c'est un truc, je veux dire, là, moi, donc, je suis à 4 mois post-partum, du coup. Mhm. Moi, j'ai accouché par césarienne, donc je n'ai pas eu les désagréments du passage par voie basse, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, ouais, moi, j'ai des retours de copines, elles ont été éclatées, quoi. C'est-à-dire que là, pendant un an, c'est même pas la peine. Alors que nous, avec François, là, à 4 mois après la naissance, on aimerait vraiment et on ressent le besoin de retrouver une vie intime à deux de couple. C'est impossible parce que, parce qu'en fait, là, je suis susceptible de tomber enceinte à n'importe quel moment. Mm. Et alors là, il y a un ou deux qui, par contre, si je retombe enceinte aussi vite, moi, je ne tiendrai pas le coup. Donc, voilà, on est un peu là-dessus à se dire, voilà, couper les robinets, c'est vrai, ça fera vraiment un soulagement. Après, comme l'a souligné François, on aimerait bien deux enfants. Toujours est-il que moi, j'aurai des enfants avant 30 ans. Et à mes 30 ans, si j'ai eu qu'un seul enfant, ben, j'aurai eu qu'un seul enfant. Et moi, de toute manière, la décision est fixée à 30 ans. Je me ferai stériliser à ce moment-là. Parce qu'après, voilà, je vois à 25 ans, j'ai eu mon premier garçon. J'en chie comme jamais, mon corps n'en peut déjà plus. Donc, je ne m'imposerai pas ça au-delà de 30 ans. Puis à un moment donné aussi, j'ai envie de reprendre le boulot. J'ai envie d'avoir une carrière, disons, sans aucun risque dès qu'elle soit interrompue par une grossesse non désirée. Alors, voilà, moi, j'aime François, j'aime mon fils et je serais contente d'en avoir un deuxième, mais à partir de 30 ans, non. À partir de 30 ans, j'aurais un peu plus envie de vivre sans ce souci-là, qui est quand même omniprésent. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et, euh, ouais, c'est sûr que comment dire, c'est pas simple, d'autant que j'ai, juste avant de rejoindre l'enregistrement pour le podcast, j'étais en train de lire sur Instagram un cas de violence gynécologique, justement, d'une personne dont la grossesse a été déclenchée et, enfin, du coup, ils ont forcé, on va dire, et elle en a eu carrément une déchirure. Enfin, c'est Ouais, non, vrai mais que, voilà. en tant que femme, justement, en plus, maintenant, les sujets, enfin, en tant que femme, en tant que personne avec l'utérus, quand on voit justement la parole qui se libère aussi au niveau des violences obstétrico-gynécologiques, c'est vrai qu'on en vient aussi parfois à se poser des questions de est-ce qu'on veut vraiment imposer à notre corps ce genre de choses et à notre esprit aussi. Mais comme je te le disais quand tu m'as accueilli tout à l'heure là, sur la conversation, je place la stérilisation, qu'elle soit féminine ou masculine, qu'elle soit pour les gens avec des ovaires ou avec des testicules, au même rang que l'avortement et que la PMA.
Mhm. Je trouve que c'est une maîtrise qu'on a aujourd'hui du corps qui permet à des gens de se mettre en sécurité, en fait. L'avortement protège des grossesses qui ne sont pas désirées, ça protège des vies d'enfants, ça protège les vies de parents qui seraient détruites par ces grossesses. Et c'est pareil pour la stérilisation, en fait. Au même titre que moi, j'adore mon fils et j'adore être à son contact et j'apprends énormément à son contact d'enfant. Je serais ravie de l'élever. Autant si on en a un troisième, je pars du principe qu'on en aura deux, mais si on veut en avoir un troisième, ça détruirait ma vie. Enfin, moi, j'ai été élevée avec deux autres enfants, donc on est un total de trois. Ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer de mon enfance parce qu'on était trop nombreux, mais à la fois pas assez nombreux pour vraiment être une équipe de foot et s'amuser, mais trop nombreux pour que mes parents galèrent pas à nous élever, en fait. Mhm. Et moi, je sais que enfin, voilà, j'adore mon fils, mais je le répète, ça m'emmerderait profondément d'en avoir un troisième. Donc, moi, la question, elle se posera pas, quoi. C'est-à-dire qu'elle se posera pas, elle se posera forcément parce que en France, on n'est pas informé sur la stérilisation. C'est la deuxième méthode de gestion des naissances au monde, et pourtant en France, on n'en parle pas. Et surtout quand une personne utérus, une femme demande la stérilisation, mais c'est un enfer en fait. C'est Mhm. aussi pour ça qu'on fait ces démarches en couple. Parce qu'étonnamment, un homme qui demande à être stérilisé en 3 semaines, l'affaire peut être pliée en fait. Ouais. Alors qu'une femme avant 35 ans, c'est un enfer galactique. Voilà, Ouais, et encore. Parfois, Ouais, c'est mais jusqu'à la ménopause. C'est... là-dessus, il y a quelque chose quand même d'historique et de très français, ou en tout cas très Europe de l'Ouest. Et c'est le mot stérilisation, en fait, qui ne convient pas. Et c'est vrai que Mhm. c'est quelque chose qui est assez néfaste. Et autant, tu vois, pour l'avortement, bon, le mot plaît pas, mais derrière, on a l'IVG et on peut, comme ça, avoir des discussions intelligentes. Pour la stérilisation, malheureusement, c'est pas le cas. Et c'est vrai que ça a tellement été dévoyé dans l'histoire et fait de manière involontaire et sous forme de punition qu'aujourd'hui, c'est Mhm. vu comme C'est quelque vrai. chose de très malsain, comme quelque chose qui va contre la volonté et l'ordre naturel des choses. Le fait est que j'estime que, et d'autant plus dans l'époque à laquelle on vit, qu'avoir un ou deux enfants suffit amplement quand Mhm. on voit la quantité de problèmes qu'il y a dans le monde, en partie à cause de la surpopulation ou ce qu'elle induit. C'est vrai que c'est aussi une responsabilité, à mon sens, que de savoir s'arrêter. Et malheureusement, on en parlait tout à l'heure, compte tenu de l'état actuel des moyens de contraception et des technologies qui à ce niveau-là n'avancent que très peu, bah, la stérilisation reste la la meilleure chose, option. voilà, la meilleure option. Et encore là-dessus, même tu vois, pour les hommes, la vasectomie, c'est pas fiable à 100%. C'est pour Ça ça peut qu'il faut. Ouais. s'inverser, ça peut tout ça. Enfin, Mhm. c'est là-dessus, on trouve que par rapport à d'autres pans de la médecine, on a énormément de retard. Et le fait que ce soit un sujet sensible et que certaines personnes font des levées de bouclier dès qu'on aborde le sujet, ça n'aide pas non plus à ce qu'on aille dans le bon sens. Et c'est les premières personnes qui sont à râler là-dessus, qui sont les mêmes à râler dès qu'un enfant est mal nourri, mal C'est logé, n'a ça. pas accès à tout ce qu'il doit avoir. Et c'est vrai que c'est assez, il y a une hypocrisie et de toute façon un manque de bon sens qui est assez général, mais là-dessus, je trouve que voilà, le fait de le gérer à deux et d'être un peu à l'unisson là-dessus et surtout d'être dans un dialogue avec beaucoup de respect et de compréhension, ça permet aussi de se dire, bah, j'entends le regard de l'autre, le choix de l'autre, et qu'on soit d'accord ou pas, on n'a pas du tout à imposer ce genre de choses, et c'est un fonctionnement qui devrait être normal, mais que les gens ont beaucoup de mal à accepter, et c'est bien dommage là-dessus, et espérons que les mentalités évoluent. Et puis, comme je le soulignais, les violences aujourd'hui qui commencent à être révélées, les violences obstétricales, les comportements anormaux des médecins, les comportements anormaux, pardon, des médecins, euh, on en parle de plus en plus. Alors, ça reste un petit grain de sable, mais moi, je suis persuadée que les choses sont en train de bouger. Et, Mhm. euh, et après, moi, je sais que les choses ont bougé. C'est-à-dire que moi, ma grossesse, pour toute ma grossesse, l'entièreté de ma grossesse, les 9 mois, je n'ai pas une seule fois eu de toucher vaginal. Mhm. Parce qu'en fait, cette chose-là, moi, je ne la supporte pas pour des raisons personnelles. Je ne suis pas suivie gynécologiquement. Je n'ai jamais eu de soucis de ce point de vue-là. Attention, hein, si j'avais eu Mhm. une pathologie quelconque, j'aurais fait les choses pour me protéger et protéger les autres. Toujours est-il que je suis en parfaite santé de ce côté-là, mais moi, il était inconcevable qu'on me touche, en fait. Qu'on Mhm. me touche, qu'on ait. Enfin voilà, je me suis, au début, je me suis un peu heurtée à des médecins qui me disaient, mais c'est comme ça. Et je leur disais, mais non, enfin, en fait, moi, vous irez voir s'il y a un problème, mais si tout va bien, pour quelle raison Mhm. est-ce que je voulais accéder à mon intimité qui ne regarde que moi et mon chéri, éventuellement non, en fait, non. Donc, au début, c'était un peu compliqué. Et en fait, avec François, on a vraiment fait le bloc.
Et puis tout autour de nous s'est articulée une équipe hyper bienveillante qui a compris, qui a dit ok, en fait, elle a raison, elle va bien, qu'est-ce qu'on va aller l'emmerder, à lui faire s'asseoir, s'allonger, lever, l'écarter les jambes, enfin, c'est hyper violent. Puis moi je leur dis c'est hyper violent. Enfin, attendez, j'ai tout mon corps qui est en train de changer. En plus, c'était pas prévu de notre côté, cette grossesse, c'était pas prévu, donc ça a chamboulé toutes nos vies. Enfin, là, nous, on était dans un petit appart, quasiment au centre-ville, un appart, alors que moi, j'appréciais pas forcément, mais dans lequel on aurait pu encore passer quelques années. On peut pas, là, on a un enfant, on n'a pas assez de place, on est obligé de déménager. Enfin, moi, ça m'a fait perdre mon travail. Tout a été remis en question. Mais en plus, par-dessus ça, j'avais pas envie de subir des violences, des choses que j'avais pas demandé. Donc, c'est encore plus pour ça que. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très tenace, de très tenace. Et quand je vais avoir décidé de faire stop et que je ne voudrais plus d'enfant, je vais commencer à faire le tour des médecins. Et puis, moi, vraiment, la stérilisation, c'est quelque chose. J'ai pas envie d'avoir ce souci-là dans la vie, en fait. J'ai d'autres problèmes, j'ai d'autres soucis, j'ai d'autres préoccupations qui sont bien plus importantes et qui nécessitent mon énergie. J'ai pas envie, en plus de ça, de voir me dire ah, mais il faut que tu prennes cette pilule qui va te donner des effets secondaires pour lesquels, dans quelques années, tu devras rebober des pilules par-dessus pour les atténuer ou pour vivre mieux avec, quoi. Là, moi, je suis très bien, j'ai aucune hormone dans mon corps depuis des années. J'ai aucun. Nous, là, du coup, on utilise les préservatifs pour éviter de. Pardon. Pas de souci. D'enchaîner trop, mais bon, c'est chiant, ça coûte des thunes, c'est chiant, c'est pas confortable. Voilà. Pardon. Oui, c'est sûr. Pas de souci. Il y a des aléas du directeur. Oui, puis bon, d'avoir un petit à s'occuper, évidemment. On fait pas ce qu'on veut. Et du coup, comment vous êtes venus en parler, en fait, tous les deux, justement, de la stérilisation? Comment c'est venu dans le couple, ce sujet? Et comment vous avez décidé d'y passer tous les deux, d'ailleurs? Quand on s'est rencontrés, en fait, on s'est tout de suite, très tôt dit les choses et dit le fait, notamment qu'on voulait des enfants, mais qu'on en voulait 2, pas plus. Et Gabrielle a insisté sur le fait qu'elle en voulait 2 avant 30 ans, et sinon il n'y en aurait pas d'autres. Et en fait, en toute logique, ça induit les choses. C'est-à-dire que même si c'était pas dit, t'en veux 2 avant 30 ans, c'est ergo, à partir de 30 ans, t'en veux plus, donc il y aura des moyens mis en œuvre. Après, c'est plus ou moins définitif et de différentes façons. Mais c'est venu, en fait, notamment avec la grossesse et des discussions qui étaient amenées sur, en plaisantant, mais à se dire, quand je vois ce que c'est, dès que c'est fini, je me fais ligaturer les trompes, ou ce genre de trucs. Et au final, ces petites phrases jetées comme ça sur le ton de l'humour, elles vont plus loin que ça. Et c'est vrai que c'était conscient, je pense, pour tous les deux. C'était déjà acté pour tous les deux. Et en fait, c'est juste la suite logique, de se dire. On avait parlé super tôt de ça. Oui. Puis c'est un truc pour moi, c'est aussi important que la question d'avoir des enfants. Dire combien en fait, c'est même pas que c'est aussi important, c'est que c'est la suite logique et que c'est induit. Donc, du moment que tu dis combien tu veux d'enfants, tout de suite, ça indique, si tu réponds 2, que à partir de 2, c'est terminé. Attention, mais les gens sont plus ou moins définitifs, les gens peuvent évoluer, etc. Mais dans l'absolu, ça reste un sujet qu'il y a derrière. C'est surtout qu'on a des parcours de vie avec François très très particuliers qui font que on est l'un et l'autre la dernière chance l'un de l'autre. Voilà. Pour pas forcément rentrer dans les détails, les 2 histoires qu'on a eues juste avant de se rencontrer, qui étaient plus ou moins fraîchement terminées l'un pour l'un par rapport à l'autre, sont des histoires qui nous ont marqués dans la chair et dans le cœur, qui ont fait qu'en fait, quand on s'est rencontrés, on s'est regardés un peu comme des bêtes curieux en se disant écoute, t'es mignon, t'es sexy, tu m'as l'air sincère, mais en fait, j'ai pas le temps. Donc, soit t'es gentil et tu corresponds à mes critères de partenaire de vie que j'ai envie, soit je vais pas perdre mon temps. Et on était tellement francs dans ce discours qu'en fait, c'est vraiment quelque chose, vraiment, qu'on s'est dit très vite. C'est-à-dire que, moi, au bout de 15 jours après avoir rencontré François, je savais qu'il mangeait pas d'endives. Moi, il savait que j'adorais ça. Donc, on s'est dit, si on vit ensemble, je ferai des salades pour une personne. C'est vraiment ce genre de discussion qu'on a eu. Et du coup, quand moi je lui ai dit, écoute, je sais pas, t'as 30 ans parce qu'à ce moment-là, non, t'en avais 29. T'as 29 ans, donc je sais pas si le fait d'avoir. Tu peux arrêter de chanter. Je sais pas si le fait d'avoir des enfants est quelque chose qui te fait envie forcément, ou si ça commence à te titiller. Mais moi, moi j'en suis là dans ma démarche de faire des enfants, mais surtout, sache que moi, pour mon corps, j'ai décidé que
qu'à mes 30 ans, en fait, je n'aurai plus d'enfants. Donc, on s'est rencontrés, j'en avais 24. Donc, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai 24 ans, dans 6 ans, j'aurai plus d'enfants. C'est moi, je l'ai décidé, c'est mon corps. Je ne veux pas d'enfants après 30 ans. Donc, soit tu es prêt à signer avec moi, entre guillemets, pour ce parcours de vie qui fera que dans 6 ans, tu renonceras à avoir des enfants, soit tu iras faire des enfants ailleurs. Et en fait, ça a déclenché des démarches de recherche, en fait, parce que lui, sa question, ça a été de dire, ok, mais en fait, à 30 ans, si tu veux changer d'avis, et c'est là où moi, j'ai un peu amené le sujet en disant non, parce que moi, à 30 ans, je vais lancer des démarches, parce que je veux me faire stériliser, parce que voilà mon expérience avec les contraceptifs. Puis en plus, c'est hyper chiant. Je lui ai dit, voilà, tu as acheté des vitamines, tu n'arrives pas à les prendre tous les jours, tu en loupes une sur deux. J'imagine si tu devais prendre une pilule, quoi. Enfin, le truc de l'angoisse. Et donc, il a fait. Et non, mais c'est vrai. En fait, c'est vraiment. Je lui ai dit, mais tu veux savoir ce que c'est une pilule contraceptive? Mange des vitamines, tu vas voir. Donc voilà, du coup, c'est vraiment venu comme ça. Et puis, on s'est tellement tout dit, on s'est tellement raconté les choses, franchement, sans aucun tabou, que du coup, c'est sorti très vite. Et puis, au début, pour lui, c'était un peu impressionnant parce que je pense que ça, c'est un peu dans l'esprit de certains garçons. Pour eux, la stérilisation, il y a une espèce de mise en parallèle avec la castration, qui n'a rien à voir. Et du coup, je l'ai amené à la réflexion. J'ai envoyé des articles, j'ai envoyé des explications très techniques, sans prise de position. Et puis, en fait, ouais, c'était ça. En fait, il est revenu en me disant, en fait, c'est trop cool. Genre, c'est un préservatif permanent sans préservatif. Et du coup, c'est cool. Et puis, comme nous, on va pas voir ailleurs, on est un couple exclusif. Pour nous, c'est le meilleur calcul, en fait. C'est vraiment le meilleur calcul. Ok, bah oui, c'est vrai que c'est intéressant justement que tu mettes en parallèle cette idée de castration. C'est vrai que c'est quelque chose justement qui est souvent mis en parallèle, malheureusement, du côté des personnes qui ont un pénis. Et, je pense que, comment dire, on va dire que je pense que les médecins et la société de toute façon contribuent justement à, comment dire, à diffuser cette idée reçue, on va dire, parce que comme ça nous arrange et ça évite que les personnes demandent ce genre de contraceptif, quoi. Oui, puis ce qui intéresse, parce que tu vois, je vois mes parents, disons que je ne suis pas une grande observatrice de leur vie sexuelle, mais j'imagine en fait ma mère qui a à peine 50 ans, qui est avec son stérilet à galérer, parce qu'elle stresse d'avoir un enfant, parce qu'elle en a déjà eu 3, parce que j'espère que mes parents ont toujours une intimité. Putain, mais l'angoisse, quoi. Enfin, vraiment, l'angoisse. Et je me dis, ma mère est une bonne cliente des labos pour qui elle paye le stérilet. Ma sœur est une bonne cliente. Ma sœur, elle a 24 ans, donc elle a un an de moins que moi, quelques mois après. Là, elle gobe une pilule tous les jours depuis qu'elle a 14 ans, quoi. Et tous les jours, elle gobe une pilule. En plus, on lui a diagnostiqué récemment de l'endométriose, donc elle gobe par-dessus des pilules pour l'aider à gérer son endométriose. Elle a changé 20 fois de pilule, du coup, c'était sa gestion des hormones, choses comme ça, c'est une catastrophe. Elle a tout le temps des poussées, soit d'acné, elle a la poitrine qui est dans un état pas possible, son poids qui a fait le yo-yo pendant des années, qui fait que un coup c'était la dépression, un coup c'était le bonheur, enfin bon, la pauvre. Et tout ça, par-dessus, elle gobe des pilules pour essayer de gérer. Mais c'est l'enfer, en fait, c'est l'enfer. Et donc, cet aspect, on va simplifier la vie. Ça peut pas plaire forcément. Les médecins et les laboratoires, ils vont pas vous dire attendez, mais vous galérez, mais pas de problème. Voilà la solution qui fera que si vous êtes sûr de vous, en fait, vous n'aurez plus jamais de soucis. Et en plus de ça, vous n'allez rien mettre dans votre corps qui n'est pas censé y être, et ce sera plus de préoccupation. Ça, c'est pas possible. Pour eux, c'est pas rentable. Donc, vraiment, et c'est aussi ça. Enfin, moi, j'en parle le plus possible autour de moi. Quand on m'en parle, en fait, ça surprend généralement quand on me voit avec mon bébé et que je parle de stérilisation. Mais c'est pas incompatible, bien au contraire, en fait. Enfin, moi, je trouve que ça apporte une sécurité au niveau de l'esprit qui est assez formidable. Et oui, pour les garçons, comme l'a dit François, cette pression d'avoir une paternité qui n'est pas désirée, oui, ça peut être terrible. Ça peut être terrible, surtout quand on est sûr, en fait. C'est ça. Mais oui, c'est certain. Après, je pense que, enfin, justement, je sais que de par des échanges que j'ai pu avoir justement avec des personnes sur Instagram,
Il y en a beaucoup aussi, le sujet revient, qui pourtant donc, veulent une stérilisation parce qu'elles ont déjà des enfants et que ça leur suffit. Et il y a énormément soit de proches, soit même de médecins qui vont leur dire oui, mais si vos enfants meurent, vous allez en vouloir d'autres, ou si vous changez de conjoint, vous allez vouloir avoir d'autres enfants avec votre conjoint. Et, euh, et en fait, c'est aberrant aussi de voir finalement la violence des C'est propos ça. que les gens tiennent parce que déjà amener un parent à affronter la possible mort de ses enfants, c'est déjà atroce. Et ensuite, surtout, bah, imaginer en fait qu'un enfant, ça se remplace comme ça, comme un objet, c'est c'est aussi Non, puis atroce. en fait, cette espèce de truc de dire oui, mais dans le futur, peut-être que tu en voudras. Oui, bien sûr, mais en fait, ce bénéfice-risque, c'est-à-dire de me dire, si un jour j'en revis, je sais pas, je pète un câble à 40 ans, crise de la quarantaine, je veux un enfant, en fait, ce risque de me dire, bah, si j'en veux pas, mais par contre qu'à 40 ans j'ai un enfant, là, ça va me gâcher la vie en fait. Mm. Ça va me gâcher la vie. C'est-à-dire que en plus, moi j'ai toujours énormément de mal, alors c'est un truc dont on s'est énormément protégé pendant ma grossesse, mais de quoi se mêlent les autres. En Mm. fait, c'est ça. C'est-à-dire que nous, autour de nous, on a eu, forcément, j'étais enceinte, hein, on a eu des conseils de nos proches. Mais alors des trucs où on me disait, par exemple, tu veux faire l'allaitement, alors tu prends le côté vert d'une éponge et tu te frottes le mamelon pour préparer ton mamelon pour l'allaitement. Et moi, je me dis, putain, mais en fait, on m'a pas prévenu, mon gosse, il va sortir avec des dents, en fait, et il va m'attaquer avec les dents. Mais non, mais en fait, les conseils, il faut pas faire ce genre de choses. Les gens, il faut pas, s'il vous plaît, arrêter de donner des conseils qu'on ne vous a pas demandé, surtout sur ce genre de sujet qui a trait au corps. Mm. Si la discussion vient, c'est-à-dire si on parle de grossesse, si on parle de stérilisation, il faut garder en tête que la personne qui nous en parle, c'est pas parce qu'elle ouvre la discussion qu'elle va avoir besoin de conseils. On peut donner son avis, on peut donner son point de vue, mais pas son point de vue ou son avis ou des conseils sur la situation de l'autre. Enfin, je veux Mm. dire, moi, si ma mère vient me voir en me disant, mais attends, si ton fils meurt, t'en voudras peut-être un autre, ben, en fait, elle va prendre une vis et elle va pas me revoir pendant 5 ans, en fait, ça va être réglé. C'est pas possible de dire ça. Bah, ouais. D'autant que finalement, c'est peut-être ces personnes-là qui projettent ce que elle ferait Voilà, sur d'autres personnes, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que c'est tout comme le la monde va question de faire. l'avortement. C'est la même chose que l'avortement quand on dit mais non, l'avortement c'est tuer des beaux bébés, des créatures de Dieu, mais il faut arrêter de péter un câble en fait. Enfin, si c'est pour avoir un enfant et le subir toute sa vie et pour que l'enfant, la vie soit un calvaire parce qu'il n'était pas désiré, voire pire, issu d'un viol, enfin c'est terrible en fait, on ne peut pas. Mm. Non, mais c'est C'est quelque sûr. chose que j'ai beaucoup balancé quand on m'a dit oui, mais tu verras, là t'en as un, mais tu vas en vouloir d'autres et tout machin. Je disais mais en fait non, mais par contre si toi t'en veux, ben, tu te cherches un mec et puis tu vas faire des enfants. Mais moi je n'en ferai pas pour que tu aies le plaisir de les voir grandir en fait. Enfin, c'est pas comme un poisson, je veux dire, un poisson à la rigueur, bon, ça dure maximum de 3 ans. Puis au bout de 3 ans, bon, ben, bye bye Maurice. Mais un enfant, c'est pas pareil. Un enfant, ça dure bien plus longtemps qu'un poisson. Enfin, d'après de récentes études très très sérieuses, ça dure plus longtemps qu'un poisson. Après, je pense que dans ces comportements sociaux-là, et notamment les proches, la famille, tout ça, et même d'ailleurs le corps médical avec le fait des doubles checkis en permanence, de mettre en question nos volontés, ouais, il y a quelque chose qui est très culturel et très français, notamment dans le fait Mm. qu'on ait ce système de sécurité sociale et qu'aujourd'hui, une grossesse pour quelqu'un, on va dire, de normal, n'est pas du tout quelque chose qui va avoir un impact comme ça peut l'être pour nous. On est dans une situation très particulière où je suis à mon compte, on a très peu de backup en termes de sécu, en termes de congé paternité et maternité, ce genre de choses. On n'est pas dans le moule où, aujourd'hui, si on a un enfant, bon, bah, tout va bien, en fait, ça ne change rien. On est payé pour rester à la maison et pour travailler. Si on choisit d'avorter, c'est remboursé. Si on choisit d'avoir un moyen de contraception classique, on est remboursé. Ouais, Si c'est ça. la grossesse est remboursée, Moi, j'ai pas de sécurité l'hospitalisation, sociale, tout ça, ouais. tout simplement parce que quand j'ai su que j'étais enceinte, le lendemain, j'étais en entretien dans la caserne de pompiers de mon secteur, où ils m'annonçaient que j'étais prise pour rentrer chez les pompiers, mais du coup, j'ai dû tout annuler parce que j'étais enceinte et qu'ils n'acceptaient pas les Mm. femmes enceintes. En fait, ça s'est joué à 24 heures. Donc, Ouais. nous, la décision, on l'a prise en conscience, hein, on a gardé notre fils parce on l'a décidé. Mais effectivement, nous, on n'est pas dans cette situation quoi, où avoir des enfants, c'est gratuit en fait. On sait ce que ça nous coûte. On est responsabilisé sur la chose. Et Voilà. c'est vrai que tu regardes les pays qui sont responsabilisés par la force des choses, je pense notamment aux États-Unis, c'est un vrai sujet. En fait, la seule variable qu'il peut y avoir, soit dans l'IVG, soit dans la stérilisation, c'est la religion. Et le fait que oui, mais la vie est sacrée, etc. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est très personnel et propre à chacun.
et qu'on n'a pas imposé aux autres. Mais sur le plan, on va dire, sociétal, c'est pas du tout un débat. Parce que les gens savent qu'ils ont besoin de bosser, qu'ils sont responsables, en fait, de leur progéniture. Et que si financièrement, il n'y a aucun univers dans lequel ils vont pouvoir subvenir à ces besoins, c'est juste inenvisageable. Et ça, en France, malheureusement, enfin, malheureusement ou non, enfin, j'ai même pas à me prononcer là-dessus, mais il y a ce confort-là, cette tranquillité d'esprit-là, qui fait que beaucoup de gens oublient cette problématique, que c'est pas quelque chose d'universel d'une part, et que d'autre part, c'est pas parce que c'est là qu'il faut absolument en tirer avantage, mais se dire, oh, bah, c'est pas si grave si je suis enceinte, que ce soit pour le garder ou pour interrompre la grossesse ou autre, j'aurai du backup, j'aurai pris en charge et je me pose pas de questions. C'est vrai que on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure et au fait il manque cette responsabilisation des gens compte tenu de leurs actes et notamment de celui-ci. Et comme en plus c'est quelque chose de très intime et tout, c'est toujours quelque chose de délicat d'aborder avec des proches ou même avec son médecin, avec des gens comme ça, parce que chacun va avoir son regard et son opinion et veut nous convaincre du truc alors que c'est pas ce qu'on demande et que voilà, que ce soit pour les conseils, que ce soit pour la grossesse ou même ce qui se passe avant ou autre, enfin, chacun devrait être libre de faire ce qu'il veut sans avoir à subir une espèce de pression sociale qui est certainement pas volontaire mais qui existe malgré tout. Et c'est vrai que c'est dommage et ça gâche un peu les choses par moment, quoi. Bien sûr, chacun est libre de ses choix. Et enfin, moi, je pense vraiment, à ces gens qui sont soit des éternels célibataires, soit des couples, peu importe la nature de leur relation, mais qui ne veulent pas d'enfants du tout, qui ont juste décidé de ne pas avoir d'enfants. Et ces personnes-là qui vont vivre 40 ans, 50 ans, voire pour les hommes toute une vie de fertilité et donc de préoccupation de se dire mince, mais en fait, toute ma vie, il va falloir que je jongle entre les spermicides, les préservatifs, la prière, parce que ça, malheureusement, dans certains cas, il n'y a plus que ça, de se dire, voilà, si ça se trouve, quelque part, il y a un enfant de moi qui n'est pas désiré, qui n'est pas voulu, enfin, ça peut briser des vies. Moi, j'ai aussi vécu ça en ayant une nana que je connaissais, qui est une amie d'amis, qui était une amie d'amis d'ailleurs, parce qu'ils l'ont éjectée de leur cercle d'amis, une bonne femme qui est venue un jour hyper contente en disant, c'est bon, je suis enceinte. Bon, on m'a dit que félicitations, enfin, ça avait l'air d'être une super nouvelle. Et en fait, elle avait fait le tour de l'application Tinder jusqu'à trouver un mec qui avait accepté de coucher avec elle sans se protéger. Et elle est tombée enceinte et elle lui a rien dit. Et alors là, mais moi, j'ai trouvé que c'était une violence absolument immense. Pour moi, c'est un viol, quoi. Le pauvre mec qui ne sait pas aujourd'hui qu'il a un enfant quelque part qui grandit. Enfin, c'est du vol. Je ne sais pas à quel point c'est terrible. Ça devrait être passible de poursuite, ce genre d'action. Et je sais que ça existe. Je sais que ce sont des choses qui se font parce qu'elle avait l'air de trouver ça complètement normal. Et en plus, tu disait qu'elle faisait partie de groupes sur Insta, sur Facebook, où justement, entre elles se prodiguaient des conseils pour trouver, entre guillemets, le partenaire idéal sans avoir à passer par une banque, sans avoir donc à attendre, mais tout en faisant ça discrètement parce qu'il ne faut surtout pas que le mec s'en rende compte parce que tu comprends, mais après il va vouloir voir l'enfant, voire pire, il va vouloir avoir des droits dessus, enfin un truc absolument aberrant, quoi. Ah ouais, Et d'accord. On devrait pouvoir s'en protéger, c'est pas normal. Et pour moi, la stérilisation peut être une clé comme ça. Enfin, des personnes à pénis qui veulent vivre une vie de liberté et de pouvoir coucher avec autant de partenaires qu'ils veulent, ils doivent pouvoir le faire en sécurité mentale, en fait, en se disant pas à chaque fois que je vis mon plaisir, je plante une graine peut-être quelque part. Ouais, moi, enfin, je veux pas être alarmiste en mode c'est bon, il y a un énorme complot mondial où toutes les personnes à utérus font des bébés dans l'eau. Mais ouais, ça m'a outrée. Enfin, moi, j'ai été choquée. Je suis repartie là en disant ok, je veux plus jamais la voir cette conne. Enfin, voilà. Désolée du terme, hein, mais franchement, ça m'a outrée. Enfin, de toute façon, on était tous choqués et cette nana, on l'a exclue de notre groupe parce que c'était pas possible en fait pour nous de continuer à la fréquenter et à l'entendre parce qu'elle n'était pas. Elle n'était pas consciente de la gravité de son acte et surtout elle refusait qu'on ne se réjouisse pas pour elle en fait. Elle ne comprenait pas qu'on soit tous à ce point choqués, outrés et alarmistes. Et autant moi je lui ai dit écoute, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux, mais peut-être réfléchis à ce que tu as fait à cet enfant et encore plus à cet homme qui ne t'a rien fait, il t'a rien fait de mal, enfin il ne mérite pas ça. Et non, c'était cette espèce d'égoïsme. Et pour moi cet égoïsme, c'est aussi ce qu'on retrouve dans les attitudes de grands-parents éventuels. Quand on a ses parents et à qui on annonce qu'on ne veut pas d'enfants et qui sont là, oui, mais moi, comment tu veux, comment, mais moi je voudrais être grand-mère et tout. Tu veux être grand-mère, prends un chien, fais un autre enfant et prie pour que cet enfant ait des enfants, c'est tout.
c'est pas à nous, en tant qu'enfants, de satisfaire les besoins de nos aînés, d'avoir une descendance ou une progéniture. Il faut arrêter, en fait, les transmissions de domaine ou de couronne, c'est fini depuis un moment, quoi. Faut un peu avancer, en fait. C'est ça, mais justement, en France, on va dire, c'est aussi un peu ce qui est historique dans le sens où je sais pas où la France en est actuellement, mais pendant longtemps, ça a été un des pays d'Europe où le taux de naissance était le moins élevé. Donc je pense que déjà, il y avait ce côté-là de mince, on va avoir de moins en moins de Français en France. Donc c'est aussi, je pense, une des raisons pour lesquelles le sujet est si tabou en France. Et puis il y a aussi justement le système qu'on a avec la sécurité sociale, les retraites, etc. C'est vrai que on compte justement sur les jeunes générations pour payer la retraite des anciennes générations. Donc ne pas faire d'enfants, c'est inconcevable parce que finalement c'est aller contre les progrès sociaux qu'on a eu en France. Mais voilà, malheureusement, c'est que les gens, comment dire, voilà, ils vont généraliser trop parce que déjà, un couple, une personne qui décide de pas avoir d'enfant, ça veut pas dire que c'est bon, la France va plus avoir de naissance du tout dans l'année. Enfin voilà, c'est on va dire une surréaction, ouais, voilà, vraiment disproportionnée. Et puis bah, après, oui, effectivement, ce que tu disais par rapport aux parents, c'est vrai que ça, c'est un sujet qui peut revenir souvent, surtout avec certaines générations, de le nom va pas perdurer. Mais c'est vrai que, enfin, ouais, en fait, on s'en fout. Avoir un enfant, disons que ça bouleverse tellement la vie que je pense que oui, une personne qui se sent pas prête, en tout cas, à en avoir un, en tout cas, à changer sa vie à ce point, bah, ça sert à rien qu'elle se force à avoir des enfants pour faire plaisir aux autres parce que c'est sa vie à elle, en fait, et pas celle des Oui, puis autres. nous, Mhm. on le voit avec notre fils de 4 mois. Alors, tout le monde s'émerveille parce que forcément, il est absolument magnifique. Il est gentil. Enfin, c'est un beau bébé qui sourit, qui est intelligent. Enfin, alors, c'est pas Einstein, hein, il a 4 mois, hein, donc il sait pas lire, il sait pas écrire, il sait pas compter, on s'en fout. Mais c'est un super beau bébé. Puis en plus, nous, dans notre famille, dans notre entourage, c'est le premier. Donc moi, je suis l'aînée d'une fratrie, c'est le premier bébé. François, c'est le dernier d'une fratrie, donc c'est pas le premier, mais comme c'est pas les mêmes, enfin, il n'a pas les mêmes parents que ses frères et sœurs, du coup, enfin demi-frères et sœurs, du coup, du côté de sa maman, c'est le premier aussi petit enfant. Donc c'est formidable, les gens, tout le monde s'émerveille, mais mais quand en fait on entend oui alors oh, mais ça a l'air hyper facile, là il est en train de dormir, ça fait 2 heures qu'on n'a pas entendu, mais en fait ils se rendent pas compte à quel point c'est l'angoisse un enfant. Enfin, un enfant, en fait, c'est simple, hein, c'est autant de bonheur que de désespoir et de malheur. Et ça, je pense qu'on essaye de mettre dans la tête des parents à quel point on doit être reconnaissant d'avoir un enfant. Moi, j'ai aucune honte à le dire. Il y a des moments, ça arrive de temps en temps, je regrette d'avoir eu mon fils. Je l'aime plus que tout au monde et aujourd'hui, je l'ai et je donnerai ma vie pour sauver la sienne. Mais il y a des moments où je suis rincée, j'ai juste envie de me mettre dans le canapé, de prendre un chai latte et de lire un bon bouquin sur les dégustations de vin. Et en fait, Mhm. j'ai un petit être humain qui hurle, qui veut bouffer. Moi, je peux pas boire d'alcool parce que je l'allaite. Donc, en plus, j'ai cette froid-là pour tout. Enfin, c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis, ah, mais c'était la pire idée, en fait. C'était la pire idée. En fait, non, je ne suis pas capable. Alors, on est deux, François prend le relais, et enfin, moi, je prends des bains. Enfin, moi, je suis une maman dans le luxe, hein. Je prends des bains de temps en temps, j'ai le temps de me faire des masques. Enfin, ça va, je me maquille, je peux sortir en ville. Alors, je suis sortie en ville 2, 3 fois, pas longtemps, parce qu'il faut que je le nourrisse quand même, cet enfant. Mais voilà, j'ai ce luxe-là, mais je peux comprendre, en fait, le drame que ça peut représenter d'avoir un enfant pour certains. Et en exemple, tout bêtement, me vient la personne qu'on a en commun avec François qui nous a présenté, qui a fait qu'on s'est rencontrés, Mhm. qui est notre meilleure amie à chacun. Elle a 28 ans maintenant et elle ne veut pas d'enfant. Mais alors pas du tout. C'est-à-dire qu'elle, demain, elle tombe enceinte. Je pense qu'elle se suicide. Ce serait le pire truc. Elle a des chats. Elle adore ses chats. C'est une bourrue de travail qui rend barjot, en fait. Je ne sais pas quand elle dort, cette fille. Je ne sais même pas si elle dort, en fait. Je pense d'ailleurs qu'elle ne dort pas. Elle bosse, elle adore ça, elle adore bosser, elle adore se lever tôt le matin. Voilà. Et elle, avoir un enfant, ça serait la fin de sa vie. Donc Et puis après, voilà, bon, elle a des relations familiales compliquées, donc il n'y a personne qui lui met la pression pour que la génération et le nom perdure. Mais enfin, moi, je peux comprendre à sa place de dire, bah, je me fais ligaturer les trompes et je suis tranquille pour toujours, en fait. Et ça devrait pas être un débat dans le monde médical ou dans les cercles, dans nos proches, oui, dans les familles.
ça devrait pas être un débat qui existe, ça devrait simplement être une possibilité dont on nous parle. Ça devrait être fait en conscience, donc avec éventuellement une vraie démarche d'accompagnement psychologique pour être sûr que les personnes sont en pleine capacité de prendre cette décision. Mais sorti de ça, on est majeur, on est vacciné, c'est notre corps, ça devrait être aussi évident que de se faire tatouer, ça devrait être aussi évident que de faire un enfant, en fait. Ça devrait être aussi accompagné et avec autant de bienveillance que quand on veut avoir un enfant. Voilà. Non, mais c'est sûr. Bah, surtout que, en fait, la démarche d'avoir un enfant, c'est quelque chose finalement, on dit tout de suite aux gens, bah, félicitations, enfin, c'est quelque chose en fait qui va de soi et on se pose pas de questions. Mais la démarche d'avoir un enfant, au final, ça implique plus de choses que celle de ne pas en avoir, puisque bah, quand on décide d'avoir un enfant, on va forcément déjà impacter notre vie à nous, mais on va aussi impacter la vie de l'enfant, puisque finalement, l'enfant, il n'a pas demandé à naître, donc bah voilà, enfin, on va créer une nouvelle vie. Alors que finalement, si on décide de pas avoir d'enfant, bah voilà, juste on n'a pas d'enfant, et au pire, si on regrette, c'est notre problème. Mais c'est vrai qu'on impacte juste notre vie à nous, quoi. Alors que dans la démarche d'avoir un enfant, c'est finalement quelque chose qui devrait être plus réfléchi et qui malheureusement ne l'est pas. Et, euh, et alors que bah voilà, finalement, ça va impacter notre vie à nous, mais ça va aussi impacter la vie de l'enfant. Et malheureusement, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes parfois qui décident d'avoir un enfant sans réfléchir aux conséquences. Et c'est dommage parce que parfois ça peut avoir des répercussions assez sombres, on va dire, sur l'enfant et sur son développement. Mais Ouais, puis sur l'image qu'il a de lui, et puis ça se transmet aussi. Enfin, c'est ça. c'est vrai que, enfin, moi, j'ai connu une fille qui s'est fait stériliser, et elle, la chose la plus violente qu'on lui ait dit, c'est mais comment oses-tu alors qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et alors là, moi, c'est clairement le genre de réflexion que je classe dans la même catégorie que les parents qui forcent les enfants à finir leurs assiettes parce qu'il y a des enfants en Afrique qui n'ont pas bouffé. Mm. Je comprends pas, en fait. Ça, c'est un truc, moi, qui me... Oui, parce Enfin, que ça change rien en fait. une culpabilité. Non, mais c'est ça, enfin, si jamais il veut, moi, j'envoie mon assiette par la poste. Enfin, je suis désolée, mais c'est pas comme ça que ça marche, en fait. C'est pas parce que nous, on veut pas d'enfants que, grâce à nous, qui ne nous sommes pas fait stériliser, 6 femmes ont pu avoir des enfants. C'est pas comme ça que ça marche. Enfin, Bien, si c'était comme ça, ça le saurait. si tu extrapoles le truc à balle, c'est complètement con. C'est-à-dire que parce qu'il y a des gens en situation de handicap, je devrais me taper des footings de 30 km tous les matins. C'est ça. C'est juste Mm. complètement con. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce truc où il y a un peu l'argument ultime d'autorité de dire oui, mais regarde, t'as quand même de la chance. Oui, mais je t'emmerde en fait. Ce que tu Mm. considères être de la chance par rapport à ta vision du monde et à ta situation, pour moi, ça peut être de la malchance ou une neutralité ou autre. Et c'est vrai que même au-delà de la situation que tu peux avoir en tant qu'individu, en tant que couple, en tant que parent, et que tu vas du coup plus ou moins donner à ton enfant, et là-dessus, ça a beaucoup de leviers, ça peut être les finances, ça peut être ne serait-ce que l'éducation que tu as eue, le niveau de culture que tu as, et ce que tu vas être capable de transmettre. Tu as des gens Mhm. qui savent, qui ont assez de lucidité et de recul pour savoir qu'ils sont un peu aux fraises, et Mm. qui savent qu'ils pourront pas assurer pour les devoirs, pour l'éducation, pour apprendre à lire, à compter, pour assumer, etc. Et que le gosse, en fait, part déjà perdant et en retard dans toute sa scolarité, tu as une responsabilité là-dessus. Le fait de ne pas pouvoir lui donner une chambre à lui pour qu'il Ouais. grandisse, qu'il ait une intimité, qu'il ne se fasse pas railler à l'école parce qu'il a des fringues d'occasion, ce genre de truc, ben, c'est une responsabilité. Et même plus loin que ça, on est en 2020, on te parle d'écologie, on te parle de sauvegarde des animaux, d'industrialisation à balle, de pollution. Et je suis désolé, avoir un enfant, c'est un truc qui pollue énormément. Là-dessus, nous, on a essayé de faire les choses au mieux. On est sur des couches lavables, on est sur Mm. de l'allaitement. On a cette responsabilité-là, alors qu'on n'est pas du tout écolo ou autre. C'est pas la question, c'est juste à un moment donné d'être responsable. Mm. Voilà, on mange de la viande comme tout le monde, mais on essaie de le faire le moins pire possible. Et c'est vrai que quand tu vois à quel point la surpopulation impacte tous ces leviers-là, tu dis, bah ouais, je suis désolé, avoir un enfant, deux grands max, ça devrait être une loi. Et je suis pas pour la politique de l'enfant unique ou autre, mais simplement, La politique du choix. bah, En fait, c'est la ça. politique du choix, mais en Mm. fait, même à un moment donné, si tu me dis, on te taxe la gueule à balles parce que Ouais. tu as un diesel en TDI et que bah, ça fait chier, tu pollues. Donc si tu n'as pas les moyens d'acheter une Tesla, bah, tu vas me donner tous les ans 2000 balles parce que tu pollues. Et bien, ça devrait être la même chose pour des parents, Ouais. proportionnellement évidemment. Et du coup, Ouais, je suis d'accord. à la place de taxer ça et de responsabiliser les gens, on leur dit non mais votre grossesse, vous avez droit à une consultation par semaine,
La prise en charge à l'hôpital, à la maternité, c'est pris en charge. Vous avez un congé paternité, maternité, tout ce qui s'ensuit pour la plupart des gens. Ça te responsabilise pas et même au contraire, ça t'encourage. Ouais. Et on paye aujourd'hui des choses qui ont été faites. Vous parliez tout à l'heure de mesures sociales, mais c'est vrai que, enfin, je me rappelle d'avoir vu ça en cours d'histoire quand j'étais au collège, d'une nana peu après l'élection de Gaulle qui disait à une interview télé, mon futur frigo, il est là, et a montré son ventre enceinte parce que c'était le début de la caisse d'allocation familiale, de ce genre de truc, et où la meuf était vraiment en mode je fais des enfants et ça me paye un frigo, ça me paye une voiture, ça me paye ci, ça me paye ça. Et on a tellement surfé là-dessus qu'aujourd'hui, on ne mesure pas l'impact que ça a pu avoir au niveau planétaire. Et vraiment, là-dessus, il y a plein de choses qui sont dites et qui ont une certaine visibilité, mais qui est vraiment de niche. Et limite, c'est diabolisé énormément. Enfin, le film Inferno de Tom Howard, qui est basé sur le roman éponyme de Dan Brown, c'est cette problématique-là qui est mise en avant. Mais le mec qui essaie de trouver une solution à la surpopulation en limitant du coup les naissances, bon, après le mec est extrême puisqu'il fertilise la moitié de l'humanité. Évidemment, c'est extrême, évidemment, c'est le méchant de l'histoire. Mais dans l'absolu, il est temps d'être responsable et ça passe évidemment pas par le fait de stériliser tout le monde contre leur gré, mais par le fait de déjà se poser la question soi et de dire ok, 2 ça suffit, on est 2 humains pour les faire, on en laissera 2, on a un impact qui est neutre. Bah, c'est cool. Et ça devrait être le genre de démarche, en tout cas de réflexion, qui soit encouragée pour aussi se dire on est une espèce sur cette planète qui est extrêmement égoïste, on l'est déjà entre nous, on fait souvent des enfants sans penser à la vie que l'enfant aura, mais il est temps aussi d'y penser à une échelle plus globale et vraiment d'être responsable là-dessus. Non, et et surtout de faire ça passe par la aussi, stérilisation. ça passe par la stérilisation, ça passe surtout, moi je le rappellerai toujours, et ça fait 20 fois que je le dis, mais j'y tiens, ça passe surtout par le choix de chacun en fait. Moi, je dis par exemple, ma soeur et mon beau-frère, eux, ils sont très nés des enfants. Et admettons qu'ils en fassent 8. C'est génial s'ils sont heureux comme ça. Je leur souhaite, s'ils arrivent à les élever les 8 comme ils devraient, comme des parents normaux, à les faire manger à leur faim, à leur donner une éducation correcte et leur permettre d'avoir un accès à la culture, ça, franchement, c'est top. Mais de la même manière, moi, je veux avoir ce choix et je veux avoir cette facilité de dire ben, moi j'en ai 2, ça me suffit, c'est ce que je voulais, ben, point, j'arrête là et j'arrête définitivement. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, dans les écoles collèges, on vous parle du préservatif, on parle de la pilule, on parle de comment on fait les bébés, mais on ne parle pas du choix qui s'offre à nous avec notre corps. Toujours, c'est notre choix de dire ben, moi je veux juste rien, je ne veux pas tout ça. Je ne veux pas non plus de préservatif parce que les préservatifs, ben, ça reste une source de pollution énorme. C'est un emballage, c'est du plastique, c'est du latex, c'est des produits qui passent dans l'eau, qui passent dans la poubelle, qui passent dans les toilettes pour certains quand les gens n'ont pas compris que ça se jetait dans les poubelles. Enfin, c'est une source de pollution énorme. Et quand on voit une vie entière, si on est sûr de ne pas avoir d'enfants, mais qu'on veut quand même avoir des partenaires, mais le volume de préservatifs que ça va être de jeter, en fait, il y a des grosses incohérences. Et bon, ça, c'est pas nouveau, hein, l'humain est basé là-dessus, mais ça devrait vraiment être quelque chose qui se discute plus facilement en fait. Après 3 grossesses, je comprends pas que ma mère on lui ait pas parlé de stérilisation en fait. Surtout quand elle a dit ok mettez-moi stérilisée, j'en veux plus quoi. Ça aurait dû être quelque chose d'abordé par le médecin. Ça devrait être amené alors en douceur, attention. Le but c'est pas de dire aux gens écoutez j'estime en tant que médecin que vous en avez fait assez, mais ça devrait être une piste dont on parle avec bienveillance. Et ce n'est pas le cas. Oui, non, c'est sûr. C'est vrai qu'en fait, justement, on en vient en termes aussi justement d'éducation, que ce serait quelque chose qui devrait être abordé dans le sens où, quand on parle de contraception, de grossesse, etc., on devrait aussi aborder le fait que voilà, la stérilisation, par exemple, c'est une possibilité, que ne pas avoir enfant aussi, c'est une possibilité, parce que finalement, en fait, enfin, moi, si je repense au cours d'éducation sexuelle que j'ai pu avoir quand j'étais au lycée, collège-lycée, voilà, on nous dit, ben, voilà, il y a la contraception pour retarder en fait le fait d'avoir des enfants. Mais finalement, on ne nous éduque pas sur le fait que si on ne veut pas d'enfants, c'est OK aussi. C'est vraiment un choix qu'on doit faire. Et pour revenir aussi justement sur le sujet des personnes qui ont beaucoup d'enfants, je pense que si on regarde les statistiques et si on faisait une enquête, on se rendrait compte que les familles qui ont vraiment beaucoup d'enfants par choix,
il y en a pas tant que ça au final. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement vont se retrouver avec beaucoup d'enfants parce qu'elles sont hyper fertiles et que du coup aucun moyen de contraception fonctionne. Et comme on leur propose pas la stérilisation, évidemment, ils se retrouvent un peu bloqués à ce niveau-là. Et au final, ils vont se retrouver avec 3, 4, 5 enfants, voire plus, parce que malheureusement, leur corps fait qu'ils sont hyper fertiles. Ou sinon, après, voilà, il y a quelques personnes qui vont le faire vraiment par choix parce qu'elles ont envie d'avoir une grande famille. Mais on se rend compte que beaucoup de personnes aussi qui parfois aimeraient avoir une grande famille commencent à avoir un enfant ou deux, puis elles se rendent compte que finalement, déjà éduquer un enfant ou deux, c'est assez compliqué. Donc finalement, elles veulent s'arrêter là. Donc c'est vrai que si la stérilisation s'était plus mis en avant, alors bien sûr, de toute façon, je pense que c'est une peur que on va dire que la société a, que si on parle de stérilisation, tout le monde va se faire stériliser, mais non, c'est pas le cas. Puis c'est surtout que je pense que stérilisation, c'est souvent, en fait, c'est souvent lié aux personnes, enfin, on le lie implicitement aux personnes qui veulent pas d'enfants, mais en fait, oui, ça devrait être proposé comme une solution, même à des personnes qui ont déjà des enfants, de leur dire, bon, voilà, cette option-là, elle existe. Donc, si vous voulez pas avoir plus d'enfants, sachez que vous avez cette option-là qui est définitive, mais qui vous permet en tout cas d'être tranquille. Et parce que, oui, effectivement, avoir beaucoup d'enfants, c'est rarement un choix au final. Ouais, puis c'est pas une non, enfin après, je le répète, moi tout le monde est libre, et puis si son rêve, c'est d'avoir 8 enfants, 12, 14, 16, 18, il n'y a aucun souci, franchement, c'est OK. Mais de la même manière qu'on nous apprend exactement mécaniquement, on nous explique biologiquement comment on fait les enfants, je ne comprends pas pourquoi n'est pas abordé le fait que si on n'en veut pas, c'est OK, en fait. Moi, c'est une question, qui m'est revenue un peu en plein fouet, parce que moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants, mais je me rends compte aussi qu'on m'a élevée dans cette volonté-là d'avoir des enfants, en disant, quand tu seras maman, tu verras quand tu auras ton bébé, tu verras quand tu... Et en fait, jamais on m'a demandé si je voulais avoir des enfants. Et quand bien même... Comment ? Ne serait-ce que Disney. Bon, après, voilà, moi, voilà, les fins de films, c'est ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. On met en parallèle depuis toujours le fait que l'enfant égale le bonheur. Moi, aujourd'hui, à 4 mois de vie de maman, je suis capable de dire que c'est autant de bonheur que de désespoir, un enfant. Un enfant à 4 heures du matin qui hurle parce qu'il a mal ou parce qu'il, je sais pas, le vent va pas dans le bon sens, ou parce qu'il a chaud, ou parce qu'il a froid, et qu'on ne sait pas quoi faire et qui nous empêche de dormir, c'est l'enfer. Et je dis pas que maintenant, avec du recul, j'aurais voulu mon fils. Au contraire, moi, je suis hyper contente de l'avoir, je l'aime et je regrette rien. Je sais que j'en aurai un deuxième, mais je sais surtout que j'en aurai pas plus de deux. Et je sais aussi que avec un seul enfant, je suis hyper heureuse. Mais ouais, on m'a expliqué comment faire des enfants. On a des dizaines et des milliers, des centaines de livres sur comment élever des enfants, comment faire des enfants. On a des applis qui nous permettent de voir quand c'est le bon moment pour faire un enfant. Et on n'a aucun élément accessible où on nous dit, en fait, vous voulez pas d'enfant, déjà, c'est OK. Enfin, c'est OK, c'est comme vous le souhaitez. Mais surtout, voilà une super solution qui n'est pas invasive, qui n'est pas invasive, toute proportion gardée, ça reste une opération, mais qui va juste en fait vous permettre de vivre votre vie avec le choix que vous avez fait et de mettre toujours ce parallèle sur les petites filles, les personnalités riches en disant vous aurez des enfants et vous serez heureuse par ce biais-là. Ça, c'est pas OK. Pareil pour les garçons. Tu vas avoir envie que ton monde prospère, tu vas avoir envie que ta lignée progresse. Non, ça se trouve non. Mais ça, c'est non. Et ça, je trouve qu'on est. Comme tu l'as souligné, le fait de parler de stérilisation ne peut pas dire que la moitié de la France va se faire stériliser. Et puis, quand bien même, en fait, on apprendrait à vivre différemment. On est plus de 7 milliards, en fait. Donc, c'est pas demain. Même si tout un pays se faisait stériliser, le monde continuerait de tourner, en fait. Faut arrêter. Et si drastiquement la population venait à baisser, on vivrait différemment. C'est tout. Enfin, comme l'a dit François, il faut se responsabiliser. Et en fait, c'est pas normal qu'il soit aussi compliqué d'avoir accès à la stérilisation, alors qu'il est aussi facile de faire des enfants et de se faire assister dans la grossesse et par les examens et des choses comme ça. Quelque part, en fait, pour les parents,
Là, je vais faire un parallèle qui est peut-être bancal, mais je pense que la réaction, elle est un peu la même que quand tu as un enfant qui fait un coming out, et qui te dit, ben voilà, je suis homo. Pour le parent, il y a le déclic, ok, bon, bah, il aime se taper quelqu'un du même sexe, ok, c'est un fait, mais il n'aurait pas de petit enfant venant de lui. C'est ce qu'on Et j'ai disait, ouais. l'impression que la stérilisation, elle a un levier qui résonne avec ça. Et c'est vrai que je pense aussi que la variable religion, autant dans les familles très nombreuses que dans des familles plus classiques, c'est un levier qui a quand même un impact, même si aujourd'hui, je pense, en tout cas pour des religions comme la religion catholique, il y a de moins en moins de pratiquants dans les jeunes générations. On le sait, c'est des religions qui historiquement ont toujours prôné la vie, la valeur de la vie, voilà, qui mettent ça vraiment en avant. C'est encore le cas aujourd'hui pour certaines. Et je sais pas, j'ai toujours été dérangé par ça. Enfin, je suis un peu de la team, bah, Dieu, c'est pas mon gynéco, quoi. Et de là, le fait que pour des gens comme moi, le réflexe soit de se dire à l'adolescence, ok, bah si en fait ils veulent regarder ce que je fais sous la couette, bah, la religion ne m'intéresse plus et je m'en écarte. Pour d'autres, c'est l'inverse, c'est ah, j'aurais aimé faire ça comme ça, mais la religion me guide plutôt dans ce chemin-là, donc je vais le suivre aveuglément parce que j'ai été éduqué dans cette religion. Et c'est vrai que ça a un impact mine de rien, et même si c'est pas forcément avec la religion au premier plan, c'est l'impact culturel qu'elle laisse dans les familles, dans les mœurs, qui fait que ça aussi, ça n'aide pas. Et même si la médecine est censée être totalement décorrélée de tout ça, on a ce terreau français, on est malgré tout une société judéo-chrétienne qui est fondée sur ces leviers-là, avec des religions qui sont basées sur le fait de transmettre, sur le fait de donner la vie, sur le fait de tout ça. Et puis même historiquement aussi, là, il y a deux générations, avoir des enfants, c'était avoir de la main-d'œuvre pour aller travailler dans les champs. Aujourd'hui, c'est avoir de la main-d'œuvre pour aller pointer à Pôle emploi. Mais nos parents, nos grands-parents n'arrivent pas à le concevoir. C'est ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est dommage, mais en même temps, tu peux difficilement leur en vouloir d'avoir une vision sur ce qu'a été leur vie. Et c'est pour ça que, tu vois, moi, je préfère m'en foutre et dire oui, ok, plutôt que d'être au combat et aux arguments. Enfin, tu sais comment fonctionne. Oui, bah après, c'est aussi comme ça qu'on a fonctionné. Voilà, C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vos proches vous entourent pas dans vos décisions, c'est pas grave, parce que c'est pas eux qui vont élever vos enfants avec vous, c'est pas eux qui vivent avec vous, c'est pas eux qui vont. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai présenté aussi, parce que ma maman, elle était trop contente d'avoir un petit enfant. Et elle s'est un peu emballée, quoi. Elle, pour elle, c'est ok, c'est bon. Ma fille, mon aîné va en avoir 3 comme moi, ma seconde va en avoir 3 comme moi, mon fils en aura 3 comme moi. Du coup, ça va faire 9 petits enfants. Vite, Laurent, il faut faire une extension de la maison et tout. On va faire un dortoir. Enfin, ma mère, elle a quand même en fait. Et moi, je l'ai calmée direct en disant pop. Enfin, moi, si tu veux, je t'en fais. En vrai, je t'en fais, il n'y a pas de problème. Mais par contre, tu viens les chercher à la maternité et tu me les ramènes quand ils ont 25 ans, un boulot et une situation. Parce que c'est bon, hein. Enfin, moi, j'en chie comme j'en ai chié. C'est le truc le plus tryhard que j'ai fait de ma vie. C'est pas question en fait que j'en fasse 10 de plus pour que toi tu sois la grand-mère qui fasse des gâteaux en bois, en quantité industrielle pour te faire plaisir. C'est pas comme ça que ça se passe. Ne serait-ce que l'impact financier aussi que les parents ne disent absolument pas. C'est-à-dire que là aujourd'hui, bon, on est quand même dans une situation confortable. Ouais. On a aussi ce luxe et cette chance que tu puisses profiter de ça et être avec le petit, l'allaiter, parce que tu n'as pas besoin de reprendre le travail. Ouais. C'est pas le cas de la plupart des gens, ce qui est une angoisse. Enfin, une maman qui est maman depuis 2 mois, qui doit aller reprendre le boulot, la vie doit être infâme. Mais au-delà de ça, ça nous oblige à nous lancer dans un projet de maison, ça nous a obligé à acheter des tas d'accessoires, du mobilier, de l'équipement pour bébé, de revoir l'organisation de l'appart, etc. Aujourd'hui, alors qu'on n'est pas parti sur du neuf et qu'on a acheté beaucoup de choses locales, sur l'année qui vient de s'écouler, on a dépensé au moins 10 000 balles autour de la grossesse. Et là, on s'engage sur un projet IMO à plusieurs centaines de milliers d'euros parce qu'on a un bébé et qu'il faut une maison et qu'il faut s'éloigner de la ville et de ses dangers, etc. On peut se le permettre, beaucoup de gens ne peuvent pas. Et pour autant, leurs parents vont faire pression. Oui, on veut des petits-enfants, il serait temps de se réveiller, t'as 32 ans. Ben non, ça, en fait. Ça fait partie de la responsabilité et ce dont je parlais tout à l'heure. Si tu estimes ne pas pouvoir, personne n'a le droit de te dire que tu dois. Et ne pas pouvoir, c'est aussi être responsable de ça. Ne pas vouloir, surtout. Oui, non, mais ne pas vouloir. Pas vouloir, pas pouvoir. Quand on veut, on peut. Ben non, on ne peut pas forcément. Oui, mais après, souvent les grands-parents aussi, c'est que eux, ils ont que le bon côté, on va dire, d'avoir des petits-enfants. Ils les voient de temps en temps. Ils ont les moments de bonheur, les moments intéressants de jouer, de faire des gâteaux, etc. Mais c'est vrai qu'ils oublient que
Pas qu'avoir des enfants, c'est c'est des moments de stress, c'est aussi de la hurler, fatigue, et c'est c'est ça. ça, ouais. Et souvent, c'est les mêmes connards Ah, qui sont les premiers à te dire t'es sûr que tu veux prendre un chien? Va falloir que tu le promènes non, mais même c'est quand ça. il pleut, il faut ramasser ses crottes, Non, mais il va c'est ça, en aboyer fait. quand il y a des gens. Et t'es en mode, mais un chien, parce qu'on a aussi un chien, Ouais. c'est tellement infime. C'est ça. J'ai eu un chien, je l'ai eu à 2 mois. À 4 mois, elle était propre. Elle avait compris qu'on faisait pas ses besoins dans l'appartement. Elle avait compris les timings sur lesquels c'était la promenade et les timings sur lesquels je bossais, auquel cas fallait ne pas aboyer, etc. À 6 mois, elle était adulte, elle avait tout compris. Ça a été un peu de boulot pendant quelques semaines. Ouais, à Un côté de ça, enfant, à 4 à mois, 4 mois aujourd'hui, quand je change sa couche et qu'il a eu une fiasse, il essaie de mettre ses mains pour attraper sa merde. Je veux dire, on n'est pas du tout sur le même niveau d'éveil. C'est normal. Lui, il va vivre, allez, 85 ans, Voilà. on verra où on en sera en Ouais, 2080 et quelques, mais voilà, un chien, ça va vivre 10 ans. Mais comment des gens peuvent se dire qu'un chien, c'est autant de contraintes et être aussi aveugle sur le fait qu'un bébé, ah non, c'est que du bonheur, tu vas voir. Non, un Mm. bébé, c'est l'enfer. T'as des Et moments de surtout, bonheur, mais un bébé, c'est l'enfer. Un enfant, j'imagine que ça commence à être cool. Un quand pré-ado, il y a c'est difficile. Un ado, c'est l'enfer à nouveau. Un adulte, là, tu peux parler. Mais c'est 18 ans, c'est pas 4 semaines, tu vois. Ouais. Et ça, les gens l'oublient complètement. Mais surtout, ils le vivent pas, en fait. Et Bah, puis, ils l'ont vécu avec nous. Ils devraient quand même se dire, putain, il était non, con, lui, ils quand il l'ont avait pas, 8 ans. ils l'ont pas vécu. Enfin, en fait, enfin, c'est la malhonnêteté aussi autour de la grossesse, de la maternité, de tout ça. De C'est de l'accouchement, dire, de tout. non, mais l'accouchement, mais ça a été le plus beau jour de ma vie. Et là, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, on t'a ouvert en deux. Comment ça peut être une belle journée? Enfin, allô? mm. Voilà, il faut se remettre en perspective des choses qui sont belles ou pas, quoi. Ou alors, en fait, c'est peut-être tellement l'enfer après qu'effectivement, finalement, quand il est juste sorti, qu'il était à la maternité, c'était bien, mais enfin, ouais, cette pression de l'entourage, là, c'est un truc qui ne devrait pas être. Et c'est vraiment une question de bienveillance. C'est une discussion qu'on a eue avec ma petite sœur qui a décidé, pour cette nouvelle année, et même depuis l'année dernière, en fait, d'être dans la bienveillance le plus possible. Alors, il y a des loupés des deux côtés. Hein. Enfin, moi aussi, j'essaie vraiment de travailler là-dessus. Et donc, de ne pas juger, mais de me contenter d'accompagner et de me donner des conseils que s'ils sont requis. Euh, et en fait, ça devrait être tout le monde, ça devrait être tout le monde, mais ça devrait être surtout le corps médical, en fait. Un médecin n'a pas à donner son avis en disant, mais non, moi je juge, ce n'est pas mon corps, ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas ma vie, mais je juge votre corps, votre vie, votre histoire, et j'estime, moi, en tant que médecin, que voilà, qu'un jour vous regretterez peut-être de vouloir des enfants et qu'à ce moment-là, ben, ça sera trop tard. Ouais, Ça, c'est inadmissible. il faut rester à sa place. Pour un médecin qui va me dire, par exemple, je ne pratique pas l'avortement parce que philosophiquement je suis contre, je respecte ça. Un médecin qui va essayer de me convaincre d'avorter, je lui en mets une. Parce que c'est pas du tout le même schéma. Et c'est là-dessus pour moi qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de dépassement du cadre et de la structure que tu devrais donner aux gens, et que ce soit des professionnels de santé ou des proches ou des amis ou même des gens dans le travail ou autre. Et là-dessus, il faut que chacun apprenne à rester à sa place et surtout à respecter Mm. l'opinion de l'autre et de se dire j'ai un point de vue, il n'est pas universel, c'est le mien par rapport à mon histoire, à mon vécu. Et je pense que c'est quelque chose que je répète souvent parce que c'est souvent qu'il y a des débats qui se transforment en engueulade. On n'a pas vocation, quand on discute avec quelqu'un, à le convaincre et à le ranger à son avis. On échange des avis qui sont différents. S'il y a une finalité derrière, c'est que c'est pas bon et c'est que c'est pas déjà une discussion, il y a quelque chose de très malhonnête là-dedans. Et ça prévaut pour beaucoup de choses, et y compris le sujet à la fois de la parentalité et celui de la stérilisation. C'est très bien d'avoir un avis, mais juste donne-le et n'attends rien derrière, en fait. Et les gens ne savent pas faire ça. Okay. La stérilisation, c'est pas un meurtre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ça de dire, alors soit c'est oui, c'est ce mauvais parallèle fait entre la stérilisation et la castration, et en plus de ça, c'est quand on parle qu'on veut se faire stériliser, on a l'impression qu'on annonce aux gens qu'on aimerait bien découper un humain pour voir ce que ça fait, en fait. S'injecter le cancer. Ou s'injecter le cancer, c'est exactement ça. Oh, attends, mais c'est définitif. Bah ouais, mais un gosse aussi, en fait, enfin, dans la logique des choses. Ça dépend de la taille de ton congélo, ça. Franchement, un enfant, c'est définitif. Et c'est aussi définitif que la stérilisation. Donc, en fait, il faut avoir conscience de ça. Et les gens sont outrés en disant, mais comment oses-tu la vie, tout ça, la procréation? Comment j'ose? Ça fait ta part, en fait. Et combien même t'as pas envie de faire ta part? C'est pas de part à faire, en plus, c'est Oui, au-delà de ça. bien sûr. T'as pas envie, si jamais attends, mais t'es hyper bien tout seul. Enfin, je veux dire, nous, on a Sandro.
Et on avait envie d'avoir Sandro, mais regarde notre vie à tous les deux. Franchement, on n'était pas bien tous les deux. Bien sûr, Avec Tida, on était trop bien. Mais on aurait pu vivre comme ça toute notre vie, on aurait été heureux. bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, T'as des gens aussi pour ouais. qui enfin, l'enfant, tu vois, typiquement, je vais prendre le cas de ma maman. Ma maman est quand même pas une vie super chouette. Le fait de m'avoir eu, ça lui a, entre guillemets, sauvé la vie. Ça lui a donné une raison de vivre, de s'animer, de se lever tous les jours. J'ai été un rayon de soleil. Donc déjà, bon, c'est que la meuf était quand même pas mal sous la pluie. Mais je peux comprendre que pour des gens comme ça, qui n'ont ni passion, ni le temps de s'investir, qui ont eu des vies compliquées, le fait de donner la vie, c'est un renouveau, c'est une renaissance. Tu renais en même temps que tu donnes la vie, tu vois. Mais c'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Et tu vois, des gens qui sont passionnés, qui sont des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs de talent, des millionnaires, tout ce que tu veux, personne va les faire fier avec ça. On dit, ouais, non, mais c'est normal, il a 47 ans, il a toujours pas d'enfant, mais regardez, il est assis sur 500 millions d'euros. Ben ouais, mais en fait, c'est pas parce que tu n'es pas aussi riche ou aussi talentueux ou aussi connu ou autre que tu n'as pas toi-même des passions. Et même si t'es pas doué dans tes passions, ça te prend quand même du temps, de l'énergie, et c'est une façon de vivre. Et ça, les gens l'oublient aussi parce que malheureusement, la façon de fonctionner de l'économie et du monde du travail fait que beaucoup de gens n'ont plus le temps d'être passionnés de quoi que ce soit et plus l'énergie pour. Et que de fait, on se retrouve dans des situations où la naissance va être le phare de ta vie, alors que c'est assez triste de voir le truc comme ça. C'est bravo, t'es un animal, t'as pu péricliter ton espèce. Voilà, c'est triste, mais pour beaucoup de gens, je pense que c'est une certaine réalité. Oui, puis aussi on a le fait que maintenant c'est un peu différent parce que c'est plus facile, on va dire, d'accéder à l'université, par exemple. Mais c'est vrai que jusqu'à une certaine époque, les gens travaillaient parce qu'il fallait qu'ils gagnent de l'argent et qu'ils puissent manger. Mais c'est vrai qu'ils faisaient pas forcément non plus un travail passion, on va dire. Que maintenant, les personnes aussi qui vont justement avoir un travail passion vont être un peu plus nombreuses. Donc c'est vrai que bah, voilà, si on fait quelque chose, un métier qui nous plaît vraiment, que je sais pas, on fait des sorties, etc. Parce que bah, c'est plus accessible, enfin, plus facile maintenant d'accéder à des événements, à faire des sorties, à avoir des loisirs, etc. Bah, c'est vrai que finalement, ça peut suffire au bonheur. Donc, c'est plus comme avant où bah, voilà, on n'avait pas vraiment de but dans la vie, si ce n'est de travailler pour gagner à manger. Et que du coup, avoir des enfants, ça aidait à donner un coup de boost pour aller faire un travail qui ne nous plaisait pas. Mais on savait comment on pouvait rapporter à manger pour ses enfants et leur apporter un peu de bonheur. Que maintenant, bah, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir accès à des activités, c'est un peu plus facile, en tout cas il y a un peu plus de personnes maintenant qui font aussi des métiers qui les passionnent. Donc c'est vrai que ces personnes-là vont pas forcément ressentir le même besoin de trouver on va dire un sens à leur vie parce que finalement, voilà, avoir un enfant, ça peut être ça peut donner du sens à certaines personnes, mais pas à d'autres. Et, euh, et voilà. Et aussi après aussi, enfin, je voulais juste souligner, c'est important pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que la stérilisation, c'est définitif, mais pas non plus complètement, dans le sens où voilà, il y a certaines méthodes qui peuvent se défaire. Alors, c'est pas forcément de faire une stérilisation va pas forcément marcher à tous les cas, mais disons au pire des cas, si vraiment on change d'avis, il y a toujours la PMA par exemple, et il y a aussi l'adoption qui est une option. Donc, en soi, on va dire que la stérilisation c'est moins définitif finalement que de faire le choix d'avoir un enfant. Donc, euh, donc voilà, je voulais simplement remettre aussi ça en contexte parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on présente vraiment comme le mal parce que c'est définitif, mais il y a quand même des solutions, quoi. Que, ben, un enfant, une fois qu'on l'a, il faut quand même s'en occuper, le gérer. Donc, si on se sent pas, c'est vrai que c'est mieux parfois d'y réfléchir. Il y a moins de solutions quand on a un enfant que de solutions apportées à une stérilisation qui serait éventuellement regrettée. Effectivement, la stérilisation, qu'elle soit pour les personnes à pénis ou personnes à utérus, c'est quelque chose qui est réversible dans une partie des cas. La PMA permet de tomber enceinte quand même. Congeler ses ovocytes est une solution aussi. Et congeler ses ovocytes permet aussi, si finalement on ne revient pas sur sa décision, de faire un don d'ovule qui est un don précieux pour certaines femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants.
Exactement. L'adoption, effectivement, est une solution qui permet de donner une vie différente ou une vie de famille à des enfants qui n'en ont pas. Voilà, faut pas l'oublier, ça aussi, effectivement. Et c'est ce qu'on essaye de nous mettre dans la tête, que la stérilisation, c'est la castration, c'est l'arrêt de la lignée, c'est en fait, c'est être condamné à la solitude. C'est ça qu'on essaye de nous faire croire, c'est que choisir d'être stérilisé, c'est être tout seul. C'est triste d'être tout seul. Et on va être tout seul. Et quand on sera vieux, il n'y aura personne pour s'occuper de nous. Et c'est pas vrai, il faut arrêter en fait. Il faut arrêter de passer 60 ans ou 70 ans de sa vie à se préparer pour les 30 dernières années où on va être un peu diminué en se disant mon Dieu, si je ne me fais pas un enfant qui sera mon assistant de vie, je vais être triste, c'est horrible en fait. Et puis c'est surtout hyper égoïste. Faire un enfant pour qu'il soit auxiliaire de gérontologie, non merci. J'ai pas envie de le faire moi en tant qu'homme, tu vois. Et je demanderai jamais ça à mon gamin. Bah oui, mais pour les gens, c'est ça. Oui, mais parce que les gens sont tarés. Ouais. Là-dessus, j'avoue que c'est des choses qui sont assez dingues. Après, j'imagine qu'il y a une question d'instinct aussi. Et peut-être que pour beaucoup de gens, tu vois, il y a encore trop de proximité avec son propre instinct de vouloir procréer et de vouloir laisser ce truc à la fois génétique, à la fois le nom de famille, à la fois tout ça. Mais en fait, ouais, enfin, ça fait pas un moment qu'on a compris qu'on était des animaux un petit peu différents et il serait temps de s'élever de cette condition. Et ça passe aussi par là, quoi. Tout est question de responsabilisation là-dessus. En tout cas, voilà, pas oublier que c'est son choix, son corps et que les choses doivent être respectées, que ce soit par les médecins ou par les proches et que si nos proches ne sont pas dans une démarche d'écoute, moi je ne demande pas à ce qu'il y ait une haie d'honneur m'apportant avec des pétales de rose jusqu'à la porte du médecin parce que tout le monde validera mon choix. C'est pas ce que je demande, je demande simplement le respect de mon choix et ça c'est le minimum en fait. Autant que quand on parlait de ma grossesse, j'avais pas envie qu'on me touche le ventre, qu'on me dise félicitations, c'était un choix que j'ai fait. Enfin, voilà, ça devrait pas être décorrélé l'un l'autre en fait. C'est des choix de vie, c'est tout. Ça devrait être aussi facile, aussi évident que d'adopter un animal, et ça devrait être fait avec autant de confiance. Voilà. Faire un enfant, c'est compliqué. Adopter un chien, c'est des responsabilités. Adopter un enfant, c'est encore plus de responsabilités. Se faire stériliser, ben, c'est un choix et ça devrait être respecté. Et du coup, pour terminer, est-ce que vous avez des punchlines pour des médecins ou pour des proches justement qui pourraient vous dire que vous allez regretter la stérilisation ou que vous allez changer d'avis? Une punchline? Ah, tu vas regretter de m'avoir conseillé, déjà ça peut être un truc pas mal. Mais non, mais ça peut être, écoute, moi en fait je sais pas parce que moi c'est ça, c'est ce que j'avais dit à ma mère, si je lui avais dit écoute si j'en fais un trop, par contre je te le donne et puis tu me le ramènes quand il aura 25 ans, un boulot, une maison, une stabilité, mais moi je veux pas en entendre parler en fait. Donc là, c'est déjà ça, pas de souci. Après ouais, ça va être ça, ça va être ça. Je continue à leur dire si j'en fais un trop, si je fais un enfant de trop, je leur donnerai, ils l'assumeront à ma place. Ouais, ou alors la même chose que l'on avait dit à papa, ok, bah là on a à peu près 10 000 € d'investissement pour Sandro, du coup tu nous feras un chèque pour le prochain. Non mais c'est vrai, ils ne se rendent pas compte quoi. C'est vrai. Voilà, moi je veux bien, si je peux faire autant d'enfants que je veux, si on me les entretient à ma place, ça n'a pas de souci. C'est vrai, c'est vrai. Non mais en fait le truc c'est que j'ai pas forcément de punchline parce que tu vois, c'est les proches, c'est les parents, c'est tout ça, j'évite. En fait, juste j'écoute pas. Les médecins. En fait, je me retrouve pas dans des situations où mes proches vont me conseiller. Tu vois, pendant toute la grossesse, t'as eu droit à des conseils de merde et tout. Ouais. Personne m'a cassé les couilles. Parce que j'établis un rapport avec les gens qui fait qu'on me laisse tranquille. Avec les médecins, honnêtement, c'est un peu la même chose. On t'a fait chier les trucs et tout. Moi, pas. On m'a pas dit, oh là là, vous allez voir, être papa, c'est la plus belle chose du monde. On m'a juste rien dit. Je pense que j'arrive à être assez antipathique pour que les gens ne viennent pas me faire chier avec ça. Du coup, j'ai pas de punchline à sortir, tu vois. Maintenant, si ça devait arriver, ouais, je pense que c'est. Après, je pense. Je ferais clairement comprendre que. Voilà, mais ça peut être vraiment sur le ton de l'ironie de dire putain, c'est vrai que vous avez raison.
Mais vous devriez, vous, aller voir un spécialiste en implant de cheveux, parce que là, votre calva, c'est quand même quelque chose d'assez grave aussi. C'est des trucs où je me mêle autant qu'il va se mêler de ma vie. Ouais. Et là-dessus, ça peut être un déclencheur. C'est souvent quand tu mets les gens face à leurs contradictions ou face à ce qu'ils te font subir, c'est là qu'ils réalisent des choses. Mais je pense que c'est surtout quelque chose, il faut se dire, les gens aujourd'hui en 2020, la génération de nos parents, va de toute façon avoir ce discours-là. Les médecins passés un certain âge vont avoir ce discours-là. Je pense qu'il faut en avoir conscience et pas forcément essayer de faire changer les choses parce que c'est peine perdue, honnêtement, et que c'est beaucoup trop d'énergie. Non, ben non. Mais c'est le cas pour tout. Aujourd'hui, tous les débats de société, tout le monde essaie. Faut pas l'écouter, il est cynique. Je suis pas cynique, je pense que je suis pragmatique. Enfin, c'est beaucoup trop de choses à changer chez beaucoup trop de gens pour que ça soit efficace et pour qu'on ait l'énergie nécessaire à faire changer tout ça. Il faut en avoir conscience, il faut se dire, ok, ils vont être chiants, je l'anticipe, je l'écouterai pas parce que voilà, mais ça va exister. Et notamment dans le cas de la médecine, ça peut être justement l'opportunité de rechercher un corps médical qui va être dans une logique bienveillante et respectueuse des choix qu'on fait et des envies qu'on a. Mais sorti de ça, je pense que c'est plutôt le fait de s'y attendre qui est important ici. Ouais, après, enfin, personnellement, en tout cas, je pense que c'est important justement d'en parler pour changer parce que même si ça changera pas la vie des personnes qui, par exemple, sont actuellement médecins maintenant, ça peut faire changer les mentalités chez les futurs médecins, ce qui fait que nous, on va pas bénéficier de ça, c'est sûr, mais peut-être que les nouvelles générations, en tout cas, pourront en bénéficier et c'est ça aussi qui est important parce que, par exemple, dans le cadre des violences obstétrico-gynécologiques, bah, le problème, c'est qu'il y a énormément de personnes avec utérus qui, par exemple, ont absolument la phobie de, par exemple, tomber enceinte parce qu'elles ont peur d'avoir ce type de violence, qui ont peur d'aller chez un gynécologue, donc ils vont jamais y aller et peut-être passer à côté de soucis de santé qui auraient pu être évités juste parce que, ben voilà, elles savent enfin, elles savent que malheureusement, recevoir des violences de la part du corps médical, c'est des choses qui peuvent arriver. Et puis, ben, pour se protéger, elle préfère finalement ne pas aller du tout voir un médecin. Et en soi, bah, c'est ça qui est pas normal, c'est que si justement on se prépare à se dire c'est une possibilité, parfois on se complique la vie. Donc, aider à faire changer les choses, c'est aussi un moyen d'avoir une opportunité finalement d'avoir accès à, par exemple, à un suivi de santé de qualité, à ne pas avoir peur d'aller chez le médecin ou pas avoir peur de dire simplement bah voilà, moi j'ai décidé ça pour ma vie parce que c'est mon choix et point barre. Et Je sais que c'est voilà. quelque chose dont on parlera à notre fils. Enfin, clairement, la question se posera de savoir comment on l'a fait. Il posera certainement la question. Peut-être qu'à ce moment-là, à son époque à lui, il y aura encore des cours d'éducation sexuelle au collège, je n'en sais rien. Toujours est-il que nous, en tout cas moi, je lui parlerai de ça, je lui parlerai de la procréation, de comment ça se fait, mais je lui parlerai surtout de comment ça peut ne pas se faire en fait, et de à quel point il sera libre de choisir, et que quoi que son choix sera, c'est ok en fait. C'est ok, et moi j'avais un souhait, c'était que mes enfants portent mon nom. Et en tant que femme, ben, ça se fait pas de manière automatique. Donc on l'a demandé. Du coup, notre fils, il porte nos deux noms. Et point barre, moi, je suis contente, c'est tout. Maintenant, si mon fils me dit, écoute, maman, j'aurai pas d'enfant, parce que moi, ce que je kiffe, c'est les combats de cartes Pokémon. Du coup, en fait, je veux que ma vie soit dédiée à l'entraînement et au tryhard des cartes Pokémon. Mais s'il est heureux comme ça, mais moi, je serai la plus heureuse, il n'y a pas de souci. Je trirai ses cartes et je jetterai à la poubelle les emballages des boosters, il n'y a pas de problème. Mais je ne serai jamais en train de dire, attends, mais moi, je voulais être grand-mère, parce que moi, le seul impact que je veux avoir sur une quelconque vie, c'est la mienne, en fait. Donc, j'ai voulu être mère, je suis devenue mère, mais être grand-mère, c'est pas une vocation. C'est pas un métier qu'on choisit et c'est surtout pas quelque chose qu'on impose. C'est une chance qui nous est donnée ou pas, parce que en vérité, là, quand on voit comment on est un peu, on est un peu sous l'eau, quoi. Enfin, si mon fils il a des enfants, il va les assurer parce qu'il est hors de question que je me retrouve à nouveau tryhard ça dans 30 ans, en fait. Mais voilà, c'est vrai que c'est des choses dont on parlera et je pense que c'est là-dessus qu'on peut faire avancer les choses. Comme tu l'as souligné justement, c'est peut-être pas nous qui en bénéficierons, mais moi j'ai bon espoir en la transmission et je veux couper en fait ce cercle entre mes grands-parents, mes parents,
ce qu'ils m'ont transmis, je veux couper et je veux replanter des nouvelles graines en fait. Et pour ça, ça sera normal en fait d'en parler, ça sera normal que les choix des uns et des autres soient OK, surtout quand ça concerne son corps et son intimité. C'est sûr, oui. C'est vrai. Et bien du coup, ça fait longtemps que je pense que cet épisode est très long. Je pense on va terminer là. En tout cas, c'était super intéressant d'avoir justement votre retour, en tout cas sur la stérilisation. Déjà en tant que couple, parce que pour l'instant, j'avais pas encore eu l'occasion justement d'en discuter avec un couple. Et puis encore en plus en tant que non child-free. Donc, je pense que ça aidera aussi de nombreuses personnes qui peut-être sont dans votre situation ou peut-être qui se posent des questions à, à y voir un peu plus clair ou en tout cas pouvoir après se positionner pour eux-mêmes. Donc, en tout cas, je vous remercie du temps que vous avez pris pour en discuter avec moi. Et puis, je vous dis à bientôt et à bientôt à tous les auditeuristes qui nous écoutent. À bientôt. Merci à toi et à bientôt. Merci beaucoup. Salut.